Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième partie de cette série de vidéos sur l'extensibilité Microsoft 365 Copilot pour les éditeurs de logiciels et les startups. Donc nous allons aborder aujourd'hui le processus de publication de vos agents sur le store. Donc si vous n'avez pas encore regardé les premières vidéos, n'hésitez pas à vous y référer puisque on a abordé en introduction le concept d'agents Microsoft 365 Copilot, mais également les autres éléments d'extensibilité de la plateforme. Dans la deuxième vidéo, on a expliqué les différentes façons de créer un agent. Et donc maintenant, on va prendre l'hypothèse que votre agent a été réalisé et que vous souhaitez le publier sur l'Agent Store fourni par Microsoft. Donc, je m'appelle Benjamin Talmar, donc je suis toujours consultant indépendant après quelques années chez Microsoft et j'accompagne des éditeurs de logiciels, des startups sur leur intégration autour de la plateforme Microsoft 365. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par Alexis. Salut Benjamin, bonjour à tous. Donc en effet, je m'appelle Alexis Cogna. Pour faire très rapidement, je fais à peu près la même chose que Benjamin. La seule différence, c'est que je ne suis pas un ex-Microsoft, mais plutôt un ancien éditeur d'applications sur Teams. Et donc j'accompagne aussi les ISV et les startups autour de cette plateforme-là. Trop bien, on a donc le bon casting pour vous expliquer tout ça, puisque à nous deux, on a soit publié nous-mêmes, soit accompagné un certain nombre d'éditeurs à publier des applications Microsoft 365 de manière générale et des agents copilotes en particulier. Donc pour reprendre un tout petit peu en introduction le sujet, on se rappelle que Copilot, c'est donc l'assistant personnel de chacun des employés, chacun des utilisateurs dans l'écosystème Microsoft 365. Et ensuite, vous, en tant qu'éditeur, vous allez pouvoir étendre Copilot en rajoutant un ou plusieurs agents qui vont être spécialisés dans votre domaine d'expertise, sur votre solution, sur votre SaaS, sur des use cases, des fonctionnalités métiers que vous avez choisi de développer pour vos clients. Donc, créer ces agents, on l'a vu dans la deuxième vidéo, il y a un certain nombre de possibilités, les declarative agents, les custom engine agents, vous pouvez faire un certain nombre de choses. Et la finalité, souvent, c'est de publier votre agent sur le store. Alors, c'est pas une obligation. Vous n'êtes pas obligé en tant qu'éditeur de publier sur le store pour mettre à disposition votre agent à vos clients, mais c'est quand même recommandé, puisque ça va être beaucoup plus pratique pour la maintenance de votre agent. Vous allez pouvoir publier des mises à jour, les rendre disponibles à l'ensemble de vos clients directement. Vous allez éviter les étapes manuelles de fournir un fichier zip en pièce jointe d'un email à un client pour qu'il déploie lui-même sur son infrastructure. Et vous allez, de manière générale, avoir une confiance un petit peu plus forte vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis de votre solution, si elle est publiée sur le store, avec un premier niveau de tampon Microsoft, plutôt que de fournir votre agent, voilà, comme je disais tout à l'heure, de manière manuelle. Donc le store, c'est vraiment la solution qui a été créée par Microsoft, alors relativement récemment, là on tourne cette vidéo en juillet 2025, le store il date de 2-3 mois. En fait, ce store, vous allez retrouver l'ensemble des agents disponibles pour chacun des utilisateurs. Donc l'utilisateur va retrouver les agents qu'il a déjà déployés, les agents qui ont été construits pour son organisation, éventuellement par des développeurs chez lui, les agents qui ont été mis à disposition par Microsoft et également des agents qui ont été mis à disposition d'éditeurs de logiciels, de startups tiers, par exemple vous. Donc pour les utilisateurs, c'est vraiment l'avantage, c'est que c'est dans une seule interface, on va retrouver l'ensemble des agents à sa disposition. Pour les entreprises, ça permet de faciliter le déploiement de ces agents auprès des utilisateurs. Et pour vous, éditeurs de logiciels, ça vous permet vraiment d'atteindre le milliard, c'est à peu près ça l'ordre de grandeur, hein, d'utilisateurs de Microsoft 365 dans le monde, qui a accès
aux agents dans Copilot. Rappelez-vous, Copilot, c'est pas seulement accessible aux utilisateurs qui ont une licence Copilot, il y a un certain nombre de fonctionnalités, notamment autour de Copilot Chat, qui sont disponibles à tous les utilisateurs de Microsoft 365. Et donc, vous, en tant qu'éditeur de logiciel, vous avez la possibilité de toucher l'ensemble de ces utilisateurs et, grâce au store, de leur mettre à disposition votre agent de manière facilitée. Pour faire ça, c'est un processus que j'ai souhaité résumer ici en 4 étapes. La première, c'est de s'inscrire à un programme de partenariat, alors qui s'appelle Microsoft 365 and Copilot, qui est un programme de partenariat qui est porté par un outil qui s'appelle le Partner Center. Donc Partner Center, c'est accessible tout simplement à l'adresse partner.microsoft.com. Et ce Partner Center, il est utilisé par Microsoft pour gérer énormément de partenariats différents. Quand on est revendeur de licences Microsoft, on utilise Partner Center. Quand on est fournisseur de services, on utilise Partner Center. Et quand on est éditeur de logiciels, donc comme vous, si vous écoutez cette vidéo, on utilise également Partner Center pour publier soit des offres sur la Commercial Marketplace, soit des applications sur l'un des stores, comme l'Agent Store dont on est en train de parler aujourd'hui. Donc, première étape, c'est vraiment de s'inscrire sur Partner Center et d'activer le bon programme, qui est ce fameux programme Microsoft 365 and Copilot. C'est ça qui vous donnera accès à la section vous permettant de créer un agent dans le store. Donc une fois que vous êtes bien inscrit, votre Partner Center a été validé, qu'il a bien été créé sur votre bon tenant Entra ID, anciennement Azure Active Directory. Donc je vous invite à faire attention quand vous créez votre on va dire votre tenant sur Partner Center, réutilisez bien le bon tenant Azure Active Directory Entra ID. Faites attention à ne pas vous perdre dans différents tenants que vous auriez pu créer par le passé. Ça peut être important pour certaines étapes du processus. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir accès à une section dans Partner Center vous permettant de compléter l'ensemble des informations nécessaires pour que votre agent soit disponible sur l'Agent Store. Okay, donc ça, c'est l'étape 2 que j'ai illustrée ici. Une fois que vous avez complété l'ensemble de ces informations, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton concrètement « Publier ». Et c'est là que va démarrer une étape de validation. Alors, j'utilise le terme « validation ». C'est parfois le terme certification qui est utilisé, mais je trouve qu'il est un petit peu limite, ce terme certification. À ce moment-là, c'est vraiment une validation. Microsoft va vérifier un certain nombre de choses sur votre agent on en parle juste après, pour s'assurer qu'il est d'un bon niveau de qualité, qu'il fait ce que vous avez dit qu'il ferait, etc. Donc Microsoft valide votre agent. Alors généralement, c'est une étape qui prend un certain nombre d'allers-retours avec vous. Donc, il y a des tests un petit peu automatisés. Ensuite, il y a des humains qui prennent la main pour tester votre agent. Ils vous envoient une liste de recommandations, de demandes, de questions, et vous allez faire 2, 3, 4 allers-retours en fonction de la situation pour, une fois que vous avez corrigé certains points, une fois que vous avez apporté les réponses à leurs questions, une fois que vous avez donné votre position par rapport à certaines des recommandations qu'ils vont faire. Et une fois ce processus, ces allers-retours terminés, votre agent est donc publié sur le store. Ça ne s'arrête pas là. Une fois que votre agent est publié, on vous encourage fortement à remplir ce qui s'appelle la Publisher Attestation, donc en français l'attestation de l'éditeur. C'est un certain nombre de questions qui vous est proposé par Microsoft d'une manière formalisée. C'est le même questionnaire pour l'ensemble des éditeurs, pour l'ensemble des agents, qui permet côté client, d'avoir de manière justement centralisée et sur un même formalisme, des réponses sur des sujets autour de la sécurité, autour de la conformité, autour de la gestion des données personnelles. Donc vous allez remplir ce formulaire. C'est une attestation vraiment
de bonne foi. Il n'y a pas de vérification de la part de Microsoft sur ce que vous allez remplir, mais ça permet, côté client, d'avoir ces informations de manière consolidée. Donc, attestation de l'éditeur. Sauf erreur de ma part, c'est pas obligatoire, mais ça coûte vraiment pas grand-chose de le remplir et c'est quand même très utile pour renforcer le lien de confiance entre vos clients, vos futurs utilisateurs et vous. Et ensuite, une dernière étape, cette fois, elle est totalement optionnelle, elle est un petit peu plus lourde. Là, c'est une vraie certification. C'est pour ça que je parlais de validation ici dans l'étape 3 et que maintenant, dans l'étape 4, je parle de certification optionnelle. Une certification Microsoft 365, où là, Microsoft va aller beaucoup plus loin dans les tests qui vont être réalisés d'un point de vue notamment sécurité, gestion des données, pour pouvoir donner un tampon supplémentaire sur votre application, sur votre agent et sur le service qui est associé à votre agent. Et là, ça va être important encore une fois, pour renforcer le lien de confiance avec vos clients, en sachant que certains clients demandent cette certification pour pouvoir publier, enfin pour pouvoir utiliser un agent qui provient du store. C'est relativement rare, ça peut arriver. Donc gardez-le en tête, ne le mettez pas sur le chemin critique, mais gardez-le en tête, ça peut être intéressant de réaliser cette certification. Pour obtenir la validation de Microsoft, donc je reviens sur cette étape 3, je ne parle pas de la certification, je parle vraiment de la validation pour pouvoir être sur le store. Microsoft va donc valider un certain nombre de points sur votre agent. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a des guidelines et des policies, donc voilà, traduit en français par ligne directrice et politique, qui sont disponibles sur trois grandes sources d'informations. La première, c'est les guidelines pour les agents. Donc Microsoft a regroupé un certain nombre de guidelines qui s'appliquent que aux agents copilotes qui sont liés à la façon dont vous utilisez le LLM, dont vous rédigez ce qu'on appelle les prompt starters, ou les conversation starters, un certain nombre de guidelines que vous devez respecter par rapport à ça. Mais un agent copilote, c'est également une application Microsoft 365. Donc il y a certaines guidelines qui sont disponibles dans un autre document, alors qui s'appelle encore le Team Store Validation Guidelines. Ça pourrait s'appeler le Microsoft 365 Validation Guidelines, puisque c'est un petit peu plus large que le Team Store. Et vous avez à ce niveau-là d'autres règles à respecter. On pourrait rentrer un petit peu plus dans les détails, mais voilà, il faut que votre agent, donc votre application, fasse ce que la description indique. C'est une des nombreuses guidelines qui est disponible dans ce document. Et enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet Agent Store, qui fait partie d'une certaine manière du Microsoft 365 Store, fait partie lui-même du Commercial Marketplace, la Microsoft Commercial Marketplace. Et donc, il y a également des policies à respecter par rapport à ça. Donc, généralement, là, c'est des policies d'ordre un petit peu plus général. On n'a pas le droit de faire des choses qui sont illégales ou ce genre de choses. C'est finalement une sorte de poupée russe, ces guidelines et ces policies que vous devez respecter. Donc, commencez par étudier les guidelines du premier niveau, ensuite le deuxième niveau et ensuite le troisième niveau au niveau de la Commercial Marketplace. Tout ça, ça a pour but pas de vous embêter, mais vraiment de s'assurer que votre agent va correspondre à un certain niveau de performance, à un certain niveau de fonctionnalité, qu'elle soit utile, qu'elle soit dédiée à la productivité, à la collaboration, valider que votre agent fonctionne tout simplement et n'a pas des chemins qui pourraient amener l'utilisateur à des erreurs sur l'utilisation de votre agent. Bref, un certain nombre de choses qui va être utile vraiment pour les utilisateurs, des tests qui vont être utiles pour les utilisateurs. Je vous invite vraiment à prendre cette validation presque comme un outil qui va vous aider à obtenir un niveau de qualité supérieur pour vos utilisateurs. Ce que je vous propose maintenant, avec Alexis, ce qu'on a préparé, donc c'est Alexis qui a préparé ça, c'est de regarder dans une démonstration ce que ça donne, comment on fait tout ça dans Partner Center. Donc Alexis, si ça te va, je te laisse prendre la main sur la démonstration et puis on discute de tout ça ensemble. Avec plaisir. Donc en effet, l'idée, merci pour toutes les précisions, Benjamin. Il y a pas mal de choses. On a eu, comme tu l'as dit au début, la chance de
d'être intervenir à différentes étapes, soit en tant qu'éditeur, soit en tant que conseiller sur ces choses-là. Mais l'idée, c'était de reparcourir un peu le process depuis le développement de l'application, comme on l'a vu sur sur les premiers épisodes, jusqu'à la publication dans Partner Center. Donc en fait ici j'ai recréé un agent tout simple grâce au même outil que la dernière fois qui est le Microsoft 365 Agent Toolkit. Donc on retrouve l'ensemble des fichiers dont on a besoin. Ce qui va nous intéresser ici sur la publication, bah, c'est une fois que l'agent fonctionne, que tout est bien testé, etc., etc., qu'on a vérifié, comme tu l'as dit, que ça suit un certain nombre de guidelines, de fonctionnement, etc., bah, on va pouvoir valider la dernière étape de la partie manifeste, parce qu'en fait, c'est ce qui est utilisé comme base de validation pour, de une, les informations de l'application, et de deux aussi, bah, toutes les fonctionnalités qu'on va pouvoir tester et que les équipes Microsoft de validation vont aussi utiliser pour tester notre application. Donc, on avait abordé rapidement le sujet la dernière fois, mais en fait, dans le manifeste Teams qu'on retrouve dans notre projet, on va notamment avoir là, ici les informations du développeur. Donc ça, c'est des choses importantes parce que lorsqu'on va le publier sur le store, c'est des choses qui vont être vérifiées et qui font aussi partie des guidelines. Par exemple, que en fait le website URL, alors ici c'est un exemple, mais ils vont vérifier que en fait c'est bien un domaine qui vous appartient et qui est bien lié à l'organisation qui est déclarée en tant que développeur. Ils vont vérifier que ces URL sont bien valides, qu'elles Mm. fonctionnent bien, etc., etc. Et on va retrouver toutes les informations, le nom de l'application sous différentes formes. Et ça dépend en fait de l'interface qu'on va utiliser. Alors là, elles sont pas forcément bien paramétrées parce que c'est un exemple. Mais ici, sur les descriptions, on va avoir la description courte, la description longue. C'est aussi des choses qui vont vérifier où on va Mm. devoir, par exemple, préciser que si c'est un agent Microsoft 365 Copilot, eh ben, il faut le préciser dans la description. Il faut bien respecter le nom de la marque et pas mettre Copilot 365. Il faut bien mettre Microsoft 365 Copilot ou des choses comme ça. Et ça, c'est des petites astuces qui, nous, avec l'expérience, on sait qu'on a déjà fait plusieurs allers-retours avec les équipes de validation. Et donc, il faut bien suivre ce qui est marqué dans les guidelines parce que, bah, en fait, c'est des équipes qui sont pas forcément sur les mêmes fuseaux horaires que nous. Et donc, quand on a un besoin d'être rapidement sur le marché, rapidement sur le store, bah, on peut perdre facilement 2-3 jours dans les allers-retours, parfois juste un petit problème de wording dans la description. Donc ça, faut bien suivre toute cette Mm. partie-là. En Et passant, là, ça me fait penser à quelques points de détail. La description, par exemple, incluez un moyen de vous contacter, une page, une landing page que vous avez sur votre site internet. Ça fait partie des guidelines. Dans les choses aussi que je pense à ce niveau-là, quand vous avez le manifeste, si tu veux bien remonter tout en haut, hop, vous avez une version de manifeste, une version de schema. Cette version de schema de manifeste, elle doit être cohérente entre ce fichier mais les fichiers également de localisation, si vous avez localisé votre agent. Donc ça fait partie des guidelines. Dans développeur, si tu veux bien montrer le MPN-ID, qui est un champ qui n'est pas obligatoire techniquement, mais qui le devient quand on publie sur le store. Donc ce MPN-ID, on va le retrouver sur Partner Center, c'est votre identifiant partenaire concrètement. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses. Là, on ne sera pas exhaustif dans cette vidéo, c'est pas le but, mais il faut que vous soyez conscient qu'il y a une fois que votre agent fonctionne, il y a un certain nombre de choses quand même à aller vérifier, à aller peaufiner avant de lancer la publication, si vous voulez, comme le disait Alexis, gagner un maximum de temps et ne pas en perdre, en l'occurrence, dans des allers-retours avec l'équipe de validation. exactement. Et en effet, tu parles du MPN ID, c'est entre autres un des champs qui est utile pour les partenaires et les ISV. On va pouvoir maintenant aussi ajouter la doc. Ça, c'est un champ qui vient d'arriver récemment dans une des mises à jour de schéma dont Benjamin parlait, où on va pouvoir mettre la doc de l'éditeur en fait. Et on reviendra dessus après, un autre champ qui peut être utile, c'est la partie subscription offer. Qui va permettre, alors on ne l'a pas forcément précisé, rentrer dans le détail là-dedans, mais le Partner Center fournit aussi un moyen de monétiser l'app et en fait de pouvoir, pour les clients, d'acheter des licences de votre application à travers leur abonnement Microsoft 365. Bon, on pourrait en faire une vidéo complète sur cette partie-là. C'est pas l'idée ici de rentrer dans le détail, mais sachez que ça existe et c'est comme ça qu'on va faire le lien en fait avec la partie monétisation de l'application. On reviendra peut-être dessus sur le Partner Center.
Donc une fois que j'ai fait tout ça, je vais pouvoir packager mon application directement ici dans l'outil. On l'avait certainement vu la dernière fois, mais par exemple, je peux faire créer le fichier zip et je vais pouvoir directement ici le voir dans mes sources. En fait, il va être généré ici. Il est généré et je l'ai volontairement dézippé pour vous montrer un peu ce qui est généré. Donc en fait, on retrouve les fichiers de l'application, notamment celui de l'agent déclaratif. Et ici, il est venu en fait ajouter les informations, notamment l'ID, la version, le nom, il a tout paramétré et il m'a tout généré en zip. Et c'est ce fichier-là que je vais utiliser pour le Partner Center. Dans la partie Microsoft 365 Toolkit, on a aussi la possibilité de le créer dans le développeur portal. Ça, c'est quelque chose que je voulais juste montrer et préciser. C'est un outil qui permet aux développeurs de suivre un peu le développement de l'application de façon un petit peu plus graphique. On va retrouver un certain nombre d'informations, en fait, les mêmes qui sont dans le manifeste, hein, c'est juste une version graphique. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'une fois que vous avez lié votre application avec le développeur portal, en fait, par l'ID de l'application, automatiquement, on va avoir aussi un certain nombre d'analytics. Alors là, forcément, je ne l'ai pas publié, donc elle est vide, mais il y a un certain nombre d'analytics qui viennent être alimentés automatiquement par le store, par Microsoft. Et donc, vous avez le nombre d'installations, les zones géographiques, des informations qui, en tant qu'ISV, peuvent être pertinentes pour faire continuer à grossir, peut-être à customiser ou en tout cas à adapter votre roadmap en fonction des pays, etc. On peut penser à la localisation, Benjamin l'a dit tout à l'heure, mais rajouter des localisations parce que vous voyez qu'en fait elle est installée dans certains pays qui sont pas supportés. Enfin, voilà, on a un certain nombre de choses. Ce qui va nous intéresser aussi ici, c'est la section Publish, où on a notamment une partie Publish to Store, et où on va pouvoir en fait valider la checklist et refaire le lien un peu avec les guidelines que Benjamin a décrit tout à l'heure, et pouvoir ici, hop, récupérer le package pour après l'envoyer directement dans le Partner Center. Et donc en fait, quand on fait Open in Partner Center, on arrive ici. Alors moi, c'est un compte que j'ai déjà paramétré. Il y a en effet, si c'est la première fois que vous vous connectez dessus, un certain nombre d'étapes administratives où il faut prouver que la société, elle vous appartient bien, qu'il y a le nom de domaine qui correspond bien. Enfin, c'est un certain nombre de choses à faire avant de pouvoir accéder directement à cette interface-là. Et la section qui va nous intéresser ici, c'est la partie Marketplace Offer, sur laquelle j'ai déjà activé en fait la section Microsoft 365. Et donc en fait, on la retrouve ici directement. Donc là, de façon plus globale, on a la Commercial Marketplace, qui est un peu comme dit Benjamin, la plus grande poupée, qui va être celle qui va en fait euh, définir un peu les règles légales de l'application, sur lequel on va pouvoir rattacher aussi une application Microsoft 365, et c'est celle qui nous intéresse ici. Donc par exemple, je l'ai créé ici directement en cliquant sur New Offer, il m'a créé une nouvelle section, et ici je peux cliquer directement dessus et avoir un certain nombre de détails. Donc on retrouve en fait des informations d'overview, mais on va parcourir un peu toutes les différentes sections. Donc le premier, c'est la partie setup, où on va pouvoir définir un certain nombre d'informations pour la publication sur le store, notamment si l'application nécessite l'achat d'un service supplémentaire. Donc en gros, quand l'utilisateur va installer l'application, il ne pourra pas forcément l'utiliser directement. Il faudra qu'il achète un service supplémentaire pour pouvoir activer un certain nombre de fonctionnalités, etc. Là, on peut le préciser ici. Donc après, ça, c'est à voir en fonction de votre configuration. Ça peut être aussi no parce que vous avez une version gratuite et que vous avez aussi un plan payant. On peut mettre no pour pouvoir en fait l'utiliser en version gratuite. Et après, en fait, on a le processus d'achat qui peut être rajouté par la suite. On a une fonctionnalité aussi pour récupérer automatiquement les leads générés. Donc en fait, à chaque fois qu'un utilisateur va installer l'application depuis Teams, depuis Microsoft 365, vous allez être notifié et avoir un certain nombre d'informations sur le client, notamment son nom, l'utilisateur qui l'a installé. Et en fait, ça, on peut l'envoyer directement dans un certain nombre de cibles. Donc soit une Azure Table, donc en fait c'est une table connectée directement sur Azure, mais aussi le mettre dans un certain nombre d'outils comme Dynamics 365 ou Salesforce pour l'intégrer directement dans vos outils CRM.
La section suivante, c'est la partie package qui permet en fait ici directement de prendre le fichier zip qu'on a généré, de l'uploader sur le Partner Center. Il y a un certain nombre, d'ailleurs, je peux le faire. Hein, si je reprends le package ici, il y a un certain nombre d'analyses. Alors, je vais l'ouvrir comme ça. Hop, je vais prendre le package. Hop, et ici, je vais l'uploader directement dans l'interface. Je sais pas si ça. Voilà. Et donc en fait, il l'upload et il y a un certain nombre déjà d'analyses qui sont faites directement en statique sur le fichier où ils vont dire ok, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Voilà, il y a la partie analyse. Il y a un rapport et une fois qu'on valide, on doit dire voilà ce qu'on a mis. Donc ici, il y a bien détecté que c'était une application qui sera à la fois sur Teams et à la fois sur les applications Office Apps. Et quand je vais en fait faire publish, je vais pouvoir lui dire exactement ce que j'ai fait et définir un certain nombre d'informations sur la validation. Donc ça peut être intéressant. Benjamin, je te laisse rajouter des choses si tu vois quelques informations complémentaires à fournir. Pas de souci, pour l'instant, rien à rajouter. Super. Donc sur la partie properties, ici on va mettre un certain nombre de catégories. Donc c'est intéressant de choisir les bonnes parce qu'en fait elles vont vous permettre d'être listées directement sur le store dans de bonnes catégories. Sur les industries aussi pour pouvoir en fait être listé sur les bonnes catégories. Oui, Et ici, après c'est important de toujours cocher la case apps, hein, cocher bien la case apps juste avant. Et si vous n'êtes pas, c'est indiqué dans la description, mais on peut passer à côté, si vous n'êtes pas dédié à une industrie particulière, donc vous n'avez pas une solution qui est dédiée à la santé, ne cochez rien. Le but, c'est pas d'en cocher deux parce que c'est vos deux industries principales. Si vous n'êtes pas spécifique à une industrie, n'en cochez aucune. Et le Microsoft Cloud for Industry, c'est très particulier. Il y a de grandes chances que vous n'ayez pas à le cocher. D'ailleurs, c'est pareil sur la partie gouvernement ou ce genre de choses. En fait, il faut savoir que Microsoft a des instances de cloud spécifiques pour les gouvernements, pour la santé, etc. Et donc, on tombe peut-être dans ces cases-là. Je pense que si on valide ça, et donc les étapes de validation sont peut-être un petit peu plus importantes. Donc, si on passe à la suite sur la partie listing marketplace, c'est Avant, ici. dans Properties, Vas-y. excuse-moi de te couper, dans Properties, on avait d'autres choses en bas très rapidement. Ah euh, oui, exact. sur la partie End User, License Agreements, Privacy Policy, Support Documents. C'est un petit peu le pendant de ce qu'on avait dans le manifeste tout à l'heure. Certains d'ailleurs doivent être Les cohérents. mêmes. Je pense au Ouais. Privacy Policy Link, ça doit être le même entre le manifeste et celui que vous remettez ici. Le End User License Agreement, sauf erreur de ma part, il est que ici. Pareil pour le Support Document. Il y a des requirements qui sont similaires, hein. Évidemment, le lien doit fonctionner. On doit avoir une référence à votre agent dans le End User License Agreement. Au niveau du support Document Link, il faut que ça soit un lien qui ne soit pas gaté. Donc, il ne faut pas que l'utilisateur soit obligé de se loguer pour pouvoir avoir un moyen de vous contacter. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il faut bien prendre en compte que quand vous publiez votre agent sur le store, potentiellement, il est accessible à tout le monde. Alors, il est accessible à tout le monde. Peut-être que très rapidement, votre agent va demander à l'utilisateur de se connecter. Et si vous détectez que cette personne n'est pas un client chez vous, vous allez lui dire, désolé, vous n'êtes pas client, merci de nous contacter. Mais techniquement, tout le monde peut utiliser votre agent. En tout cas, tout le monde peut l'installer. Donc, dans l'esprit, tout le monde peut avoir potentiellement des problèmes et avoir besoin de vous contacter. Donc, il faut un lien de support qui permette de vous contacter, même si votre agent n'est pas accessible à tout le monde. Techniquement, il l'est, au moins pour les premières étapes. Voilà pour la raison de ce support Document Link qui doit être accessible à n'importe qui. Exactement. Et ça, c'est par expérience, on a déjà eu l'occasion de faire plusieurs allers-retours, encore une fois, sur la configuration de ce genre de lien. Donc, si on passe à la partie listing marketplace, en fait, ici, l'idée, c'est d'ajouter les spécifications un peu comme on l'a fait sur le manifeste, mais ici directement pour le store, pour chaque langue qu'on va supporter. Donc, en fait, ici, on vient cliquer, par exemple, je vais prendre l'anglais et le français, je vais venir les ajouter. Et en fait, il va m'ajouter automatiquement deux sections sur lesquelles on va devoir compléter un certain nombre d'informations.
Donc c'est la même chose, hein, en fait, sur les deux languages. Mais si je vais sur l'anglais, en fait, on va retrouver le nom de la même manière que sur le manifeste, une description, un résumé et une description. Elles sont importantes parce qu'en fait, c'est aussi là-dessus que le moteur de recherche dans les différents stores euh, va aller chercher les informations pour répondre à la requête en fait et potentiellement pouvoir être atteint par vos clients. Si vous avez une solution, je sais pas, pour la comptabilité, en fait, il faut préciser ici que c'est une solution pour la comptabilité avec des mots-clés. Donc, c'est pas aussi avancé qu'un moteur de recherche Google ou ce genre de choses, mais en tout cas, on sait que il est important de préciser, d'avoir les mots justes sur ce genre d'informations qu'on va préciser. Petit Euh, détail, là, ça peut paraître un doublon entre ce que vous avez dans le manifeste sur la description courte, la description longue. Bah, c'est le cas, c'est un doublon. En fonction de l'interface, Microsoft va utiliser soit ce que vous avez mis ici, soit ce que vous avez mis dans le manifeste, dans le fichier zip. C'est comme ça. Vous devez dupliquer. La petite particularité, c'est que dans le manifeste, vous avez du markdown. Ici, vous avez de l'HTML, donc vous ne pouvez pas simplement copier-coller les champs. Ils doivent être identiques en termes de contenu, mais ils ne peuvent pas être identiques au caractère près, parce que vous devez ici utiliser des tags HTML, alors que vous devez utiliser des tags en Markdown dans le manifeste. C'est important de le préciser, c'est vrai. Ça, c'est cette partie-là. Et d'ailleurs, on pourrait même aller plus loin parce que si on a la Commercial Marketplace, on a parfois même une troisième fois la même chose qu'on peut compléter si on n'a qu'une seule application. Mais c'est nécessaire de le faire. La partie image, donc ça c'est pareil de la même manière quand on est en fait sur l'Agent Store, dans la fiche de l'application, en fait on a un certain nombre de screenshots qui peuvent être affichés d'informations. Donc en fait on vient remplir ici directement toutes les toutes les toutes les images. Petite précision, par exemple, aussi, retour d'expérience, si votre UI, si votre screenshot comporte des impressions d'écran de votre application, ils vont vérifier que en fait, l'image qui est affichée est bien la bonne version. J'ai déjà par le passé eu l'occasion de faire le changement de nom d'une application et le screenshot utilisait l'ancien nom. On a eu un Mm. retour de l'équipe de validation qui nous a dit attention, le screenshot utilise l'ancien nom, il faut bien le Ouais. mettre à jour avec la nouvelle version. Bon voilà, c'est pour vous donner une idée de ce que du souci du détail parfois qu'on peut avoir sur la validation des applications. Au niveau des screenshots aussi, un petit détail auquel on ne pense pas forcément. Copilot est accessible sur mobile. L'équipe demande à ce que un screenshot représente l'utilisation de votre agent dans Copilot depuis une interface mobile. Donc, l'un des 5 screenshots doit être dédié à illustrer le fait que votre agent, votre application de manière générale, mais si on parle d'agent, soit disponible sur les interfaces mobiles. Exactement. Et aussi la possibilité à la fin de rajouter une vidéo qui s'affiche généralement en premier. En fait, il y a un carrousel qui va apparaître dans la fiche de votre application. Et généralement, la première image, si vous précisez une vidéo, ça sera la vidéo. Et pareil, Benjamin a parlé de l'authentification sur le support. Ça peut être aussi un point de vigilance sur l'accessibilité de la vidéo. On peut se dire, Mm. tiens, je vais mettre la vidéo en public, mais non répertoriée. Je sais que il y a déjà eu des problèmes sur ce genre de choses-là, et donc il faut bien qu'elle soit en public, visible pour tout le monde, pour qu'elle puisse être affichée dans le store. Et en sachant qu'elle n'est pas obligatoire, cette vidéo. J'ai vu Oui, pas mal d'éditeurs qui ne le faisaient pas dans un premier temps parce que ça implique de faire réaliser cette vidéo, d'impliquer plus de temps du côté marketing, de synchroniser en interne, etc. Vous n'êtes pas obligé de le faire lors de la première publication. C'est toujours bien d'avoir ces informations le mieux remplies, puisque ça va permettre d'avoir un maximum d'informations pour vos utilisateurs et de référencer, quand on parle de la description des mots-clés, etc., de mieux référencer votre fiche sur le store. Mais il y a des choses qui ne sont pas obligatoires. La vidéo, c'est un exemple. Donc, si vous voulez le faire plus tard, ça fonctionne aussi. exactement.
Et donc en fait, de la même manière, on l'a fait pour l'anglais. En français, c'est exactement les mêmes champs, mais bon, forcément localisés. Et en fait, si on fait si on continue sur la partie availability, en fait, c'est un peu le même principe que le listing, sauf qu'ici, on vient en fait lister en fait la liste des marchés sur lesquels on veut être visible. Donc potentiellement, ils peuvent être différents du listing précédent. Mais en fait, on a la possibilité en fait, de choisir en fait, les pays sur lesquels on veut lancer. Par exemple, je sais pas, dans un premier temps, c'est une première version. On veut faire que du français. Donc en fait, on va sélectionner que les pays qui sont francophones. Et donc on va pouvoir limiter ça. Et on peut aussi faire une publication en fait de l'application directement sur, enfin une programmation de la publication directement sur le store. Pour le coup, je l'ai Ouais. jamais utilisé, mais Non, c'est très rare. C'est si vous avez par exemple un événement de lancement qui est programmé et vous voulez pas que votre application soit disponible sur le store avant ce jour-là. Généralement, on veut que l'application soit disponible le plus tôt possible. Du coup, vous mettez la date du jour de publication. Si vous mettez une date dans le futur et que vous oubliez que vous avez fait ça, bah, vous n'allez pas comprendre pourquoi Microsoft dit que votre application a été validée, mais elle n'est toujours pas disponible quelques jours après. Ça peut être parce que dans le schedule, vous vous êtes trompé, vous avez mis une date dans le futur trop lointaine et que vous êtes bloqué à cause de ça. Donc, généralement, mettez la date du jour de publication et au moins, vous ne serez pas embêté avec ça. exactement. Ce qui peut être aussi, j'y pense en même temps, mais il faut savoir que dans le manifeste Teams, enfin le manifeste Microsoft 365, on a possibilité de demander la validation d'un utilisateur, d'un administrateur pour publier la mise à jour. Donc Benjamin parlait tout à l'heure de l'avantage d'être sur le store pour pouvoir publier les mises à jour. Mais si par exemple vous avez besoin de valider des étapes en amont, on peut bloquer cette mise à jour sous validation d'un administrateur. Donc en fait c'est un peu différent, mais sur le principe ça permet aussi d'organiser le déploiement des mises à jour ou des publications directement sur les clients qui ont installé l'application. Et la partie, alors là, je vais faire quitter, mais ici, la partie certification, là, elle permet de donner un certain nombre d'informations. Parfois aussi, l'équipe de validation n'a pas forcément les bons comptes, les bonnes informations. Il y a un moment, pour accéder à Copilot, il fallait certaines conditions. Il fallait leur fournir un compte qui avait la bonne configuration de Copilot pour pouvoir tester l'application, etc. Donc, on va fournir un certain nombre d'informations sur les tests de l'application. Et on parlait tout à l'heure aussi de la monétisation ou en tout cas la nécessité d'acheter des licences. En fait, on peut ici aussi fournir des utilisateurs avec des licences pour qu'ils puissent en fait tester en fait l'application de bout en bout. Oui, donc ces informations sur cette page, elles sont à destination vraiment de l'équipe de validation. C'est pas accessible aux utilisateurs. Donc mettez ici toutes les informations nécessaires pour que l'équipe de validation puisse faire leur travail de validation. Les bons comptes, les fonctionnalités à tester. N'allez pas jusqu'à créer un cahier de test avec screenshot de chaque étape, etc. Ça serait beaucoup trop rébarbatif et ce serait pas utile. Mais donnez quand même un certain nombre d'informations à l'équipe de validation pour qu'ils puissent faire leur travail. Si jamais ils n'ont pas assez d'informations, ne vous inquiétez pas, ils vous demanderont. Mais voilà, gagnez un petit peu de temps en préparant un certain nombre de choses ici. Exactement. Encore une fois, c'est juste une petite astuce et un retour d'expérience Mm. pour éviter les allers-retours et en fait se rendre compte que en fait au bout de 3 semaines l'application est toujours pas publiée parce qu'en fait à chaque fois on perd une journée entre Ouais. le fait de renvoyer les infos, etc. Et en fait on arrive vite à des process qui peuvent prendre 2, 3 semaines de publication alors que quand on fournit toutes les infos ça peut être assez rapide. Ouais. D'ailleurs, c'est un bon point, ça. Je pense que beaucoup se demandent combien de temps ça met la publication de l'application. Euh, Techniquement, ça peut être relativement rapide. En quelques jours, ça peut être publié. Dans les faits, il y a toujours des allers-retours avec l'équipe de validation parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici, là, dans les fonctionnalités, dans les descriptions, quelque part. Donc, il faut quand même vous attendre à ce qu'il y ait quelques allers-retours avec l'équipe de validation. Donc, à vous de faire le nécessaire quand il y a un aller-retour pour prendre en compte le plus rapidement possible les différents éléments qui sont remontés par l'équipe pour éviter des allers-retours qui servent à rien. Par exemple, si vous avez une liste de retours par l'équipe, ne faites pas une première réponse quand vous avez corrigé le premier point.
attendait de tout avoir répondu, de tout avoir traité, envoyer une réponse complète pour ensuite recevoir finalement le nouveau retour de l'équipe de validation. Faites en sorte que ça aille, que le processus soit le plus rapide possible. Ils vont être très rapides à répondre à vos retours. Il y a un petit peu de décalage horaire quand même à prendre en compte, mais vous devez faire le nécessaire de votre côté pour que ça aille vite, pour que la validation, elle prenne seulement quelques semaines et pas quelques mois. On a vu des publications qui mettaient quelques mois. C'est généralement pas du fait de l'équipe de validation, c'est parce qu'il y a des sujets complexes à régler, souvent de votre côté en tant qu'éditeur, que ça peut prendre longtemps. Si vous suivez bien les guidelines, que vous êtes réactif pendant le processus de publication, on parle de quelques semaines maximum pour avoir votre agent, votre application sur le store. Exactement. Et d'ailleurs, on reviendra peut-être juste après, mais en fait, une fois qu'on a mis toutes les informations, je compléterai après les 2 dernières sections là. Mais pour revenir sur ce que tu disais, Benjamin, en fait, quand on fait review on publish, ici, il va faire une espèce de synthèse de ce que vous avez modifié par rapport à votre étape à votre dernière validation. Donc là, forcément, il y a plein d'incompletes parce que j'ai besoin d'informations. Mais en fait, la case qui est en rouge ici, elle est importante aussi parce que c'est là où vous avez précisé des informations pour l'équipe de validation. Et par exemple, parfois, on va juste modifier un wording dans le marketplace listing ou on va mettre à jour le package, mais c'est de la même manière, comme on l'a dit, un peu la même chose que le marketplace listing. Donc en fait, on va juste modifier la description. Bah, ici, on peut préciser que en fait, fonctionnellement, l'application n'a pas changé, mais c'est juste la description qui a changé. Et ça permet, alors même s'ils font quand même quelques tests, ça permet d'activer un petit peu plus vite la publication parce qu'en fait, on n'a pas tout changé. Si on prend les 2 dernières sections, notamment la app compliance qui est importante parce que c'est l'étape numéro 4 que Benjamin vous a précisé tout à l'heure. C'est la partie certification, en fait, qui est composée de deux étapes. La première qui est, alors j'ai un doute, mais je crois qu'elle est obligatoire maintenant. Alors, ils vont fortement vous embêter pour que Ouais, vous c'est le ça. fassiez. Je crois qu'on peut techniquement, on peut passer sans la Publisher Attestation. Maintenant, elle coûte tellement rien, la Publisher Attestation, que moi, je vous encourage de le faire, parce qu'elle apporte quand même de la valeur, comme je vous disais tout à l'heure, dans la relation de confiance avec vos clients. Donc, avant de démarrer la publication, cochez la petite case ici, I want to start the Publisher Attestation. Si tu veux bien le faire, d'ailleurs, Ouais. Alexis, on va voir que quand on soumet ici, on a l'ensemble du formulaire qui s'affiche. Ce formulaire, malheureusement, tant que l'application n'est pas publiée, donc l'agent n'est pas publié, vous ne pourrez pas le soumettre. Vous pourrez sauvegarder ça, mais vous ne pourrez pas soumettre cette Publisher Attestation. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de lancer le processus, comme ça, de publier votre agent, et en parallèle des allers-retours avec l'équipe de validation, vous prenez le temps de bien remplir ça. Comme ça, vous parallélisez les deux démarches et vous gagnez un peu de temps. N'attendez pas d'avoir rempli ce formulaire avec votre responsable, on va dire sécurité, votre responsable légal, parce qu'il y a une question sur laquelle vous vouliez une confirmation de votre responsable légal. Faites ça en parallèle de la publication. Et une fois que l'agent sera publié, revenez ici pour faire un submit de votre Publisher Attestation. C'est un peu parfois compliqué à remplir, enfin un peu pénible même, je dirais, mais elle est importante parce que ça permet d'avoir déjà pour les clients un premier niveau d'information sur la façon dont vous gérez les données. Alors c'est ce que je regardais en parallèle, mais je pense qu'il faut sélectionner une case, je me souviens plus. Mais par exemple, si vous utilisez des scopes spécifiques sur Microsoft Graph pour accéder à des informations, ici il faut préciser le scope que vous utilisez et pourquoi il est utilisé, qu'est-ce que vous en faites, etc., etc. Et la dernière chose que je veux préciser là-dessus aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez validé ça, en fait, c'est des informations qui sont accessibles publiquement par les clients. Et en fait, ils peuvent même le retrouver directement. D'ailleurs, je peux même le montrer rapidement. Si on va sur le portail d'administration Microsoft Teams, ici, très rapide, si ça veut bien aller assez vite. Voilà, on va avoir toutes les applications ici qui sont listées dans le portail. Alors, il y a Teams, mais si demain l'application comporte un agent, on va la retrouver. Et en fait, ici directement, on va voir que en fait, les éditeurs qui sont listés ici ont
activer l'attestation de publication. Et en fait, quand on clique dessus, en fait, on peut retrouver un certain nombre d'informations qui sont en fait les informations qui sont listées dans ce formulaire-là. Et donc, ça peut rassurer parfois les clients sur la gestion que vous pouvez faire de leurs données dans l'application. Et l'autre étape, donc c'est l'étape suivante, qui est la partie certification Microsoft, qui, comme Benjamin l'a dit, est un petit peu plus lourde et qui nécessite un certain nombre d'étapes de validation, notamment sur la partie sécurité. Je crois même que maintenant, par défaut, elle est gratuite. Avant, elle était payante, cette certification, et elle inclut par défaut un pen test, je crois, Ouais, des tests d'intrusion, oui. voilà. Donc en fait, il y a un timing, un bon timing à avoir parce qu'en fait, vous avez le droit à un test gratuit. Sinon après, il faut payer, je crois, si c'est failed en fait. Et donc en fait, faut que vous soyez prêt pour passer cette certification-là. Et juste rapidement pour l'avoir en tête, il existe un service dans Azure qui s'appelle ACAT. ACAT. Alors, je me souviens plus exactement, c'est App Compliance Attestation, quelque chose comme ça. Mais en gros, ça vous permet de faire le lien avec votre public, vos ressources qui peuvent être dans Azure, la déclaration de l'application dans le Commercial Marketplace, dans le Partner Center. Et ça vous donne toutes les étapes et tout ce qu'il faut valider et vérifier pour cette certification-là. Donc, ça va vous dire, par exemple, que vos ressources SQL, si vous utilisez, elles ne doivent pas être accessibles sur le web, que pour valider cette étape-là, il faut donner des screenshots de l'application avec des documents. En gros, c'est un mix entre ISO 27001, SOC 2, etc. pour l'environnement Microsoft. Donc, je pense qu'elle vaut le coup si vous avez besoin pour certains clients. L'outil s'appelle donc ACAT, le App Compliance Automation Tool for Exactement. Microsoft 365. Donc, c'est pour vous aider dans ce processus de certification. On pourra peut-être mettre le lien dans la description de la vidéo si nécessaire. Et la dernière partie, qui est plus sur la partie marketing, je vais dire, plus pour les équipes. En fait, de la même manière, on a possibilité de réserver les noms sur le store pour éviter que vos concurrents prennent le même nom ou un nom composé, ou un peu comme quand on prend les noms de domaine lorsqu'on lance une nouvelle offre ou un nouveau produit, on prend un peu les .com, .fr, .eu, etc. Voilà, c'est un peu le même principe. On vient réserver les noms pour cette application et empêcher potentiellement des compétiteurs de prendre le nom pour faire monter leur ranking sur le store. Benjamin, je te propose de te redonner la main pour finaliser et conclure. Oui, donc on a vu aujourd'hui l'ensemble du processus de publication de votre agent sur le store. Respect d'un certain nombre de guidelines, c'est important. Prenez-les en compte assez tôt dans le développement de votre agent pour pas avoir de surprise au dernier moment quand c'est l'équipe de validation qui va vous indiquer que vous avez un problème, mais que celui-ci est peut-être difficilement solvable aussi tard dans le processus. Donc, essayez de prendre en compte ces guidelines et ces politiques en amont. Si vous avez besoin d'accompagnement dans ce processus, n'hésitez pas à nous contacter. On va mettre l'ensemble des liens dans la description de la vidéo. Et on vous invite à nous contacter si vous avez la moindre question. Et d'ici là, on vous souhaite un bon développement, une bonne publication de vos agents sur Microsoft 365 Copilot. Merci beaucoup et merci Alexis pour cette série de vidéos. Merci Benjamin, à bientôt.